Invité de la rétro, mesdames, messieurs, bonjour. Exceptionnellement, ce dimanche, nous sommes dans la nature et nous recevons le président de l'Union nationale des nationalistes. Il est cadre de l'AFDCA, membre de la conférence des présidents de ce regroupement politique. Il s'appelle Willy Michiki. Monsieur Willy Michiki, bonjour et bienvenue. Alors, on démarre par le président de votre regroupement politique, Modeste Bahati Lukwebo, qui lors de la clôture de la session de mars avait estimé que pour ce cycle électoral, il fallait commencer plutôt par les élections locales. Pour les uns, c'est déjà un décor du glissement qui est en train d'être planté. Oui, c'est justement parce que, comme vous le savez très bien, l'AFDC Allié est un regroupement qui est ici de la société civile. Donc, nous sommes très proches à la population. Et ça nous fait très mal de constater que depuis tous ces cycles électoraux, on a toujours prévu la tenue des élections de base qui constituent les rapprochements de la population avec leurs dirigeants. Mais ces élections n'ont jamais eu lieu. C'est pourquoi le président du Sénat, qui est notre autorité morale de l'AFDC Allié, a exprimé le vœu de considérer au moins ces élections-là et de commencer cette fois-ci. Puisque lorsqu'on organise les élections présidentielles, législatives et les autres provinciales, on oublie les locales. On dit mais maintenant, puisque ce sont les élections qui n'ont jamais été organisées, on voudrait maintenant commencer par les locales. Et ça serait très bon si on commençait par les locales, on monte par les provinciales, où nous avons aussi émis, nous, lors des concertations organisées par le chef de l'État, la délégation de l'AFDC Allié avait émis le vœu de voir les députés, les sénateurs et les gouverneurs être élus au suffrage universel direct. Ça serait une très bonne chose. Nous espérons que notre voix sera cette fois-ci écoutée pour que les élections locales puissent être les toutes premières à être organisées. Vous parlez des élections locales, mais vous dites qu'on a oublié, ce qui est vrai, ce qu'on n'a jamais oublié, mais on les a négligées plutôt. Les élections locales, président, posent un problème. C'est le problème des moyens. Est-ce que l'État congolais peut ou dispose aujourd'hui de plus ou moins 800 millions de dollars américains pour organiser ces élections locales? Oui, le problème, ce n'est pas le problème des moyens, c'est le problème des volontés politiques. Vous savez, la démocratie... Mais les moyens aussi, nous sommes un pays pauvre. 800 millions... Nous disposons de ces chiffres-là. Il y en a qui parlent même de 1 milliard de dollars pour organiser les élections locales. Non. À elle seule, elle coûterait plus ou moins 1 milliard de dollars américains. Non, d'après les experts électoraux de notre parti politique INANA, ces élections-là coûteraient 550 millions de dollars. Et je vous dis, lorsque nous regardons seulement l'argent qui est aujourd'hui détourné, on dépasse déjà 1 milliard de dollars. L'argent seulement détourné. Vous avez vu les procès de 100 jours. Vous avez vu les procès Bukangalonzo. Vous avez vu tout ça. Donc, l'argent est ici. C'est question de bonne volonté. C'est seulement 57 millions de dollars. C'est pas 550 millions. 550 millions. Mais Bukangalonzo, c'est 495 millions volatilisés comme ça. Et autant d'autres projets dans ce pays. C'est question de... Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme malheur, c'est entre autres l'absence d'une base démocratique. Nous n'avons pas, lorsque nous avons des élus au niveau de la base, je vous dis, vous sentirez que les choses vont changer. Et pourquoi les gens détournent aujourd'hui? Pourquoi les gens sont en train de nommer leurs beaux-frères, leurs enfants dans les entités décentralisées de base? C'est puisqu'on ne veut pas aller aux élections. Et nous pensons que cette fois-ci, accorder une priorité. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Même 1 milliard de dollars, ce n'est pas ça qui manque aujourd'hui. Un pays comme le nôtre ne peut pas se plaindre. Un pays qui a des problèmes, qui a d'énormes problèmes. Tout pose problème dans ce pays. Vous pensez qu'il serait profitable d'investir, si je dois récupérer votre chiffre, 550 millions de dollars américains pour organiser des élections locales, urbaines et municipales? Ce n'est pas beaucoup lorsque nous regardons aujourd'hui combien nous perdons par le fait que nous avons des gens qui sont là, qui ne jouissent pas de la confiance de la population. Regardez aujourd'hui, le fait seulement que
l'inspecteur général des finances, Alinguete, que je salue en passant, mon frère Alinguete, il a commencé à faire des travaux, parce que nous avions cette inspection générale des finances depuis des décennies, mais elle ne bougeait pas. Le fait seulement qu'elle bouge, on voit aujourd'hui les recettes de l'État. Aujourd'hui, je vous dis, les caisses de l'État sont pleines. La population ne le sent pas. Non, c'est ça. Moi, j'ai dit, maintenant, il faut programmer cet argent-là. Aujourd'hui, nous avons une réserve de plus de 1 milliard de dollars à la Banque centrale. Grâce à une dette contractée avec le Fonds monétaire international. Non seulement ça, à part ça, il y a aussi des efforts qui sont fournis. C'est pourquoi moi j'ai dit que tout ça, c'est d'abord le socle de tous ces progrès économiques. C'est d'abord la démocratie. Et la démocratie, c'est d'abord la démocratie de la base. De la base au sommet. Vous ne pouvez pas prétendre faire la démocratie au sommet et la base, il n'y a rien. C'est pourquoi nous pensons que c'est vraiment un impératif de commencer par les élections locales et municipales. Aujourd'hui, les députés provinciaux accusent plusieurs mois d'arriérés dans certaines provinces. A-t-on les moyens aujourd'hui de prendre en charge les assemblées communales? Vous imaginez Kinshasa, 24 communes, cela signifierait qu'on aurait 24 assemblées communales avec autant d'élus. Ça sera le cas dans plusieurs autres villes de ce pays. Vous ne craignez pas qu'on mette en place des institutions, mais dont on serait incapable de prendre en charge? Non, d'abord, il faut dire que ces entités décentralisées sont génératrices de recettes. Et effectivement, puisque leur dirigeant n'étant pas élu, c'est là où se pose le problème. Lorsque tu as été élu, tu as un mandat de toi, tu fais attention. Tu dois retourner quelque chose à la population. Qu'est-ce qui changerait que le bourgmestre de Lemba soit élu ou nommé aujourd'hui? Non, mais c'est différent, parce que s'il est nommé, il s'en fout. Il ne doit qu'à celui qui l'a nommé. Mais lorsque vous êtes élu, vous ne devez qu'à votre population. Donc vous n'allez pas coincer, voler la population qui vous a apporté au pouvoir. Donc c'est ça la différence. C'est pourquoi nous disons que cette démocratie de base, elle va contribuer même au renflouement des recettes de l'État. Puisque les gens, les dirigeants vont se sentir quelque part redevables. Aujourd'hui, moi je suis nommé bourgmestre. Qu'est-ce que les pauvres, comme vous avez dit, de Lemba, la population de Lemba, qu'est-ce qu'elle a fait de moi? Rien du tout. Elle ne m'a pas élu. C'est la personne qui m'a nommé à qui je dois retourner l'ascenseur. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur cette démocratie. Ce ne sont pas des entités budgétivores, non, au contraire, ça va rapporter quelque chose. Et d'ailleurs, moi je préfère même aujourd'hui... Comment va-t-on les prendre en charge? Mais d'abord, si déjà les députés provinciaux accusent des arriérés de salaire, non. Comment va-t-on prendre en charge un député communal? Non, d'abord, il faut dire d'abord que le problème des députés provinciaux, c'est la mauvaise gestion du régime passé du gouvernement de Ilunga Ilunkamba. Puisque les provinces produisent de l'argent, il y a une rétrocession. Et lorsque la rétrocession... Il n'arrive presque jamais. Justement, mais c'est ça. Alors que la rétrocession, elle est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle. Comment expliquer que quelqu'un qui vous donne de l'argent, vous pouvoir central? Parce que Kinshasa est devenu budgétivore. Budgétivore pour rien. Ici, on ne fait que nourrir les mamelles des politiciens. Alors que ce sont des provinces qui travaillent. Les provinces qui contribuent le plus au budget de l'État, Kinshasa est de très loin. C'est l'ex-Katanga, c'est le Congo central, c'est le Nord Kivu. Donc, vous comprendrez que Kinshasa même ne contribue à rien pratiquement. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il faudrait maintenant renverser la pyramide. Puisque tout ça, c'est quoi? Moi, j'ai dit que le chef de l'État, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, devrait veiller sur cette histoire de rétrocession. Plusieurs fois, on y est revenu. Depuis le régime passé de Kabila, ce n'est pas normal que vous ne puissiez pas rétrocéder à celui qui vous a donné de l'argent. Moi, je peux appeler ça comme une tricherie. C'est un détournement. Je retourne la question. C'est pourquoi, s'il y aura demain modification de la Constitution, nous voulons que la rétrocession soit opérée à la base. Retenue à la source. La retenue à la source, c'est pourquoi? Puisqu'on a constaté mais c'est ce que dit la Constitution. On parle de la retenue à la source. Non, on ne parle pas de la retenue à la source de la Constitution, malheureusement, mais il faudrait que cela soit acté pour que celui qui mobilise les recettes les retienne de là. Et cela va même aujourd'hui stimuler ceux qui mobilisent les recettes. Ce n'est pas normal. Une province comme Congo central,
qui contribuent au budget de l'État, mais il n'y a pas d'infrastructure adéquate, il n'y a rien. C'est une injustice. Je retrouve la question, Willy Michiki. Aujourd'hui, proposer que l'on commence avec les élections locales, municipales et urbaines, ce n'est pas planter le décor du glissement pour 2023. Non, bon, il est vrai aujourd'hui, il faut être sincère, que les élections, si elles sont bien organisées, elles ne pourraient pas s'organiser dans les délais constitutionnels. Vous savez, Pas en 2023. pas en 2023. Il faut être sincère, il faut le dire. Et je crois même le chef de l'État a dit quelque chose dans ce sens-là, mais il a été mal compris. Bien malin, celui qui garantirait les élections en 2023. Aujourd'hui, Jeune Afrique. oui, vous savez très bien que d'après la cellule électorale de notre parti politique INANA, pour organiser de bonnes élections, il nous faut 715 jours. Au moment où nous parlons, la loi électorale modifiée n'est même pas encore là. Au moment où nous parlons, La loi sur la CENI n'est pas encore promulguée, pas encore. Au moment où nous parlons, les chefs de confessions religieuses qui sont censés trouver un consensus autour du président de la CENI sont encore tiraillés. Même eux, la société civile. Donc c'est pour vous dire que nous sommes très loin. Vous savez... L'évidence, c'est que le retard sera consommé en 2023. Tout à fait. Peut-être, moi je pense qu'il faut compter 1 mois, 2 mois. Donc s'il y aura élection, il faut compter en avril 2024. Mais en avril 2024, si maintenant nous nous réveillons, puisque vous savez, organiser les élections, ce n'est pas facile. Il faut d'abord, commander les kits électoraux. Il faut les déployer. Il faut la formation des agents électoraux. Il faut la révisitation du fichier électoral qui est devenu, qui est déjà infecté, qui est devenu obsolète. Donc, toutes ces procédures-là nécessitent le temps, mais aussi des moyens. Il faudrait des réserves. Je me rappelle quand Ilunga Ilunkamba sortait, il disait, je me rappelle une fois, qu'il avait déjà une réserve de 500 millions de dollars pour les élections. Si cela est vrai, combien le gouvernement Sama Lukonde compte mobiliser aujourd'hui pour les élections? Puisque c'est ça la priorité. Vous savez, la plupart des crises que nous avons connues aujourd'hui sont des crises post-électorales. Et elles ont eu comme fondement la mauvaise organisation des élections. Et nous voulons cette fois-ci qu'on puisse réparer tout ça et avoir de bonnes élections. Et pour le faire, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'on doit commencer à le faire. Or, j'ai comme impression que la classe politique est distraite sur cette question-là. Et j'ai dit, quel que soit l'état que ça prendrait, l'organisation des élections locales, municipales, pour nous, c'est une question de survie politique, de vie ou de mort. Une dernière question, Willy Michiki, là-dessus, on va changer de sujet. Si on n'organise pas les élections en 2023, en 2024, Félix Tshisekedi sera hors mandat. Ça veut dire qu'il faudrait ouvrir la gestion de la chose publique à tous les acteurs politiques. Ça veut dire qu'il faudrait un dialogue. Ça veut dire qu'il faudrait que les acteurs politiques se retrouvent autour d'une table parce que Félix Tshisekedi n'ayant plus la légitimité, il faudrait qu'il gère la chose publique avec l'opposition. Non, je ne pense pas à ce scénario-là, mais plutôt c'est à la Cour constitutionnelle. On va poser la question à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'il faut? Puisque c'est un impératif. Aujourd'hui, je vous dis, c'est une réalité. Et il ne faudrait pas attendre qu'on arrive en fin 2023 pour le constater. Puisque aujourd'hui, tous les ingrédients démontrent qu'on ne peut pas organiser de bonnes, je dis bien, de bonnes élections dans les délais constitutionnels. Alors, si on veut faire des élections bâclées comme dans les deux cycles électoraux passés, on peut le faire. C'est ce que je peux appeler du comaltage électoral. On peut le faire. Mais on a vu les conséquences aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conflits post-électoraux des élections passées. Donc, devrions-nous continuer chaque fois? Puisque les élections doivent nous unir. Puisque c'est la volonté du souverain primaire. Les élections ne doivent pas nous diviser. Pourquoi seulement dans ces pays, à chaque fois qu'il y a élection, il y a une crise? Pourquoi? C'est pourquoi nous voudrions aujourd'hui quand même prévenir cela pour que les acteurs politiques, les acteurs de la société, puisque organiser les élections, ce n'est pas seulement les gouvernements, non. C'est nous tous, vous et moi. Nous tous nous sommes impliqués. Nous devons faire pression pour que ces élections... Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche aux confessions religieuses de désigner le président de la CENI? La promulgation de la loi sur le... Oui, mais ils devraient déjà se mettre d'accord. Ils devraient se mettre... Puisqu'aujourd'hui, on sait déjà
La mouture, on connaît déjà le projet de loi. Mais la loi et n'est ne va encore pas changer. promulguée. Le chef de Même l'État peut renvoyer cette loi pour une seconde lecture au Parlement et proposer qu'on intègre certaines autres réformes proposées par exemple par la MOUCA. C'est une possibilité, mais au moment où nous sommes en train de tenir cette émission, je vous dis, les confessions religieuses sont encore très loin, puisque les chefs de l'État peuvent même promulguer cette loi-là demain. Mais il faudrait qu'eux, au moins, à leur niveau, qu'ils puissent au moins remplir leurs tâches pour gagner. Parce que ici, c'est question de temps. Chaque jour qui passe nous éloigne de la tenue légale des élections prévues. Willy Michiki, parlons également de cette interview du chef de l'État. C'est l'actualité de la semaine. Cette interview du chef de l'État accordée à la RTNC et à la radio Top Congo. Beaucoup estiment qu'il y a eu quand même plusieurs bourdes. On va commencer par celle qui visiblement a choqué certaines sensibilités. Est-il normal aujourd'hui que le chef de l'État ne connaisse pas son salaire? Oui, vous savez, j'ai été au gouvernement pendant longtemps et je peux vous dire sincèrement, si les ministres connaissent leur salaire, moi je connais mon salaire quand j'étais au gouvernement, mais le chef de l'État n'a pas un salaire comme ça. Le chef de l'État, il a une dotation. Et c'est dans la dotation qui a le salaire du chef de l'État qu'il perçoit quelque chose pour son salaire et il partage sa dotation avec son cabinet. Vous savez, tous ces personnels-là de la présidence de la République sont payés. Dans cette dotation, il y a un salaire. Oui, justement. Qui est bien mentionné, qui est bien numérique, qui est bien connu. Justement, c'est ça le problème. La dotation, puisque n'oubliez pas que le chef de l'État est une institution. Et la dotation est réservée à l'institution président de la République. Et lorsqu'on lui réserve une dotation, je vous donne par exemple le cas, à l'époque quand nous étions au gouvernement, le président Kabila avait une dotation de 3 millions de dollars par mois. Le Premier ministre avait la primature, quoi. Le Premier ministre avait une dotation de 2 millions de dollars. Dans les 3 millions de dollars, le chef de l'État doit payer tous ses collaborateurs, internes, externes, et ce qui reste, c'est pour lui. Peut-être c'est moi ici, il peut engager, je donne par exemple, il peut par exemple engager des services étrangers pour la sécurité du pays. Il les paye avec sa dotation, puisque c'est un budget déjà prévu. Et il peut rester pendant aujourd'hui avec 200 000 dollars, peut-être les mois prochains 150 000. C'est pourquoi parler des salaires, c'est difficile. De manière précise. De manière précise, puisqu'il partage avec les autres. Il peut avoir aujourd'hui que dans son cabinet, il y a par exemple des gens qui ne sont plus. Dans les cas aujourd'hui, on a par exemple des cas de décès. Rien que ce mois ici, on a connu au moins 3-4 décès. Et ces gens-là ne seront plus payés. Vous voyez? Donc, dans la dotation du président de la République, on va retrancher les salaires de ces gens-là. Puisqu'on ne peut pas payer les gens qui sont morts. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que quand il a dit ça, il a été sincère. Donc, le chef de l'État n'a pas parlé avec son cœur. Il a parlé avec son cœur, seulement il n'a pas explicité. Peut-être, bon, il n'avait pas beaucoup de temps, mais moi j'ai dit que le président de la République, en tant qu'institution, il n'a qu'une dotation. Et la dotation est ventilée par ses services de finances. Aujourd'hui, le chef de l'État ne peut pas dire combien il a par mois, puisque ça varie. Or, les salaires... C'est ce qu'il pouvait nous dire, que j'ai un salaire qui varie entre, je vais donner un exemple en tout cas assez simpliste, vous l'avez dit, je vais récupérer votre exemple avec le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, j'ai un salaire qui varie entre 150 000 et 300 000 dollars. Oui, mais ça dépend, puisque même les dire comme ça, ce n'est pas fixe. Moi, j'ai dit, quand moi je signe un contrat... C'est encore mieux que ne pas connaître ce salaire. Non, ça dit que n'est pas... Parce qu'un salaire qui varie, c'est vrai, tu ne le connais pas, il était sincère. Quand moi je touche ce mois ici 10 000, le mois prochain 8 000, l'autre mois 5 000, tu me demandes mon salaire, je te dirais 10 000, 5 000, 5 000. Non, je dis je ne connais pas mon salaire exactement. Mais il faudrait qu'il explicite que le président de la République n'a pas un salaire, il a une dotation. Et cette dotation, ce n'est pas pour lui. La première dame a un budget, mais le budget de la première dame, c'est dans la dotation du chef de l'État. La maison civile que vous voyez là, la maison militaire, c'est dans la dotation du chef de l'État. Donc c'est vraiment, c'est ce concept-là que les Congolais devraient comprendre qu'un chef de l'État n'a pas un salaire comme tel. Il a la dotation. Donc, et la dotation, il peut prendre comme... Il ne peut pas, lui, d'abord, et d'ailleurs, je me rappelle, à l'époque de Kabila, il disait d'abord, vous payez tous les services. Et ce qui reste, c'est moi. C'est ce qu'il faisait.
Il peut rester peut-être avec 20 000, avec 100 000, avec 200 000. C'est ce qui reste que lui prend. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est parfois malsain d'être chef de l'État. Puisqu'il y a même, puisqu'avec les recrutements que j'ai vus à la présidence aujourd'hui, je me dis, en tout cas, Tshisekedi... 1082 conseillers. Oui, donc Tshisekedi a des projets. Je ne connais pas les nombres, mais je sais quand même que le personnel qu'on a aujourd'hui à la présidence de la République est plus costaud que tous ses prédécesseurs que j'ai connus, même à l'époque de Mobutu. Donc c'est pour dire, c'est vrai qu'il vient de l'opposition, il y avait aussi question de donner du boulot aux gens, mais il se prive aussi, lui, puisque cet argent-là devait revenir, à supposer qu'il a les 3 millions que son prédécesseur avait. Si lui, il a déjà les 1400... Les chiffres qu'on annonce régulièrement, c'est plus ou moins 5 millions, et la présidence de la République fait toujours des dépassements budgétaires, donc on nage autour de 6 millions. Non, les dépassements budgétaires de la présidence s'expliquaient par le fait qu'on avait un Premier ministre faible, qui n'avait pas d'initiative. Le gouvernement ne faisait rien. Alors tous les grands projets qui devraient être sur les comptes du gouvernement... on a connu des dépassements budgétaires à la présidence. Au dernier mois d'avril, il y avait déjà le gouvernement Sama Lukonde. Oui, mais n'oubliez pas que le gouvernement Sama Lukonde a été investi au mois d'avril, le 26 avril. Donc le gouvernement n'était pas encore là. Donc c'est pas ça. Regardons maintenant, à partir de ce mois de juin, juillet, est-ce qu'il y aura encore ces dépassements budgétaires? Et puis, n'oubliez pas qu'il y a des projets phares que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui qui sont bénéfiques à la population. Donc, ce ne sont pas de l'argent détourné. C'est pourquoi moi, j'ai dit que lorsqu'on parle de dépassements budgétaires, il faut voir cet argent est alloué à quoi. Nous sommes dans une situation particulière, comme aujourd'hui, par exemple. Nous avons l'état de siège. Est-ce qu'il était prévu dans le budget de l'État qu'on puisse avoir un état de siège? Il y aura nécessairement des dépassements budgétaires. Lorsque le chef de l'État sera à Ituri, il sera au Nord Kivu. Il a des dépenses qu'il peut décider de faire. Je viens d'apprendre dernièrement qu'il va construire par exemple, un camp militaire. Et c'était prévu, rien du tout. Il doit le faire pour que les militaires soient dans de bonnes conditions. Et ça, c'est au compte de la présidence. Puisqu'il ne va pas imputer ça au compte du gouvernement, non. Car c'est lui qui décide. Donc, mais il le fait puisqu'il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il voudrait se rassurer que tout marche bien. Parlons des Jeeps. L'affaire continue. Le chef de l'État a affirmé que les Jeeps qui seront bientôt là, accordés aux députés nationaux ne sont pas un crédit. Elles seront plutôt payées grâce aux frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale qui peut faire un montage financier et prendre langue avec les responsables des entreprises qui vendent des véhicules et accorder des véhicules aux députés nationaux. Comment vous expliquez finalement cette contradiction entre le chef de l'État, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale et certains députés nationaux? Oui, moi je crois qu'il n'y a pas de confusion. Il y a peut-être les problèmes de communication. Vous savez, moi j'ai été ministre plusieurs fois. Qui n'a pas bien communiqué? Non, c'est-à-dire que je peux dire que l'Assemblée nationale a voulu faire de la politique. Or, ce n'est pas des questions de la politique. L'Assemblée nationale, comme tous les ministères que vous voyez là, ont des frais de fonctionnement. Moi, je peux vous donner d'abord mon cas, moi. Lorsque j'étais au gouvernement, dans mes frais de fonctionnement que j'ai recevais à l'époque, je me rappelle, c'était autour de 20 millions au ministère de l'Énergie. Des francs congolais. Des francs congolais. Nous avons décidé, par exemple, dans ces frais de fonctionnement-là, de payer les personnels qui n'étaient pas sur la liste, sur les arrêtés. C'est nous qui décidons. On a décidé de faire... aujourd'hui Maboko Bank. Maboko Bank, ouais. On a décidé, par exemple, de prendre en charge les soins médicaux de certains agents qui n'avaient pas de moyens d'y accéder. Donc c'est une question, c'est une option qu'une institution peut lever librement au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale a des frais de fonctionnement. Ces frais de fonctionnement, généralement, sont gérés par les bureaux. Et les bureaux, étant contents du service rendu par les députés, les bureaux se privent de ces frais de fonctionnement, ce qui ne touche en rien le budget de l'État. Puisque ces frais de fonctionnement sont prévus mensuellement. Et dans leurs frais de fonctionnement, ils font un montage pour donner des véhicules aux députés. Mais est-ce que l'Assemblée nationale peut payer 27 500 000 $ américains et tirer ce montant de ces frais de fonctionnement? Oui, c'est possible. Lorsque je regarde aujourd'hui le budget de l'Assemblée nationale, j'ai une idée
à peu près, bon, je ne vais pas dire ici, je préfère que Mbosoko Dia, qui est la bouche autorisée, les dise, mais moi j'ai une idée, puisque nous Ça avons peut quand nager même, autour de bon, combien? en tout cas, c'est plus que la dotation présidentielle, je peux vous dire. C'est plus que la dotation présidentielle. Autour de 7 millions le mois. N'oubliez pas que, non, tout cet argent, parce que lorsque vous avez un crédit, les véhicules n'ont pas été achetés cash. C'est un crédit qui peut s'étaler jusqu'à 3 ans, puisque jusqu'à la fin de ce mandat ici. Donc, lorsque l'Assemblée nationale s'engage, elle s'engage pendant ce mandat. Donc, d'ici 2 ans et demi, on peut éponger ça. Et lorsque vous voyez 27 millions de dollars, c'est vraiment rien. C'est rien. Mais ce budget de l'Assemblée nationale est libellé, Willy Michik. Il est bien libellé. Il y a des fonctionnaires qui travaillent à l'Assemblée nationale qui doivent être payés. Il y a des charges qui doivent être payées à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que demain, on peut assister, par exemple, à une marche des fonctionnaires de l'Assemblée nationale parce qu'ils n'ont pas été payés. Leur salaire a été pris pour éponger la dette prise pour payer les jeeps des députés nationaux. Non, je prends un exemple. Annuellement, je crois, je ne vais pas raconter des histoires ici, les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale dépensent 12 millions de dollars, dépasseraient 12 millions de dollars l'an. Donc au moins 1 million de dollars par mois. Lorsque vous prenez aujourd'hui cette législature qui tend vers sa fin, elle a encore 2 ans et demi. Vous faites un calcul, 12 millions, puisque les banquiers aussi, puisque pour donner un crédit, il faut justifier vos revenus. C'est la banque qui regarde. La banque voit chaque mois, par exemple, 1 million de dollars qui tombe. La banque s'est dit non, avec 12 mois, vous avez 12 millions, 2 ans, vous avez 24 millions, 2 ans et demi, vous avez quelque chose comme 30 millions. Donc, et la dette pèse 27 banque, millions 500 000. Donc, entre-temps, il y a des fonctionnaires qu'il faut payer. Il y a aussi des charges qu'il faut payer. Non, les frais de fonctionnement, c'est pour le fonctionnement plus du bureau. C'est pour le bureau. Attention, les frais de fonctionnement, c'est plus pour le bureau. Ce n'est pas pour les agents. Les autres services ont leur budget de fonctionnement. Okay. Les frais de fonctionnement, c'est pour le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pourquoi il faut saluer le patriotisme des membres du bureau qui ont accepté de sacrifier ces avantages pour donner des jeeps à leurs collègues. C'est une façon de partager avec les autres. Donc, et là, ça ne dérange pas le budget de l'État. Il n'y a pas eu trichement, il n'y a pas eu corruption, il n'y a eu rien. C'est la volonté du bureau de faire plaisir à leurs collègues, puisque n'oublions pas que les membres du bureau sont aussi députés comme les autres. Dans cette interview du chef de l'État, le président de la République a qualifié Vital Kamerhe d'un homme sérieux et correct qui aurait encore un rôle à jouer dans ce pays. Il rejoint donc ceux qui ont toujours soutenu que Vital Kamerhe est innocent dans l'affaire des maisons préfabriquées. Bon, la parole et l'opinion du chef de l'État, à mon avis, ne peut pas aujourd'hui dédouaner ou influencer la justice. N'oublions pas que Vital Kamerhe est un allié du chef de l'État, un allié politique du chef de l'État. Ils ont signé un accord, évidemment l'accord de Nairobi est tombé caduc aujourd'hui, mais le président est mieux placé pour parler de Vital. Non seulement il l'a connu comme allié politique, mais il l'a connu aussi comme collaborateur. Et moi, je crois que le président ne se retrouverait pas dans un dossier de détournement. Oui, c'est un homme correct d'après lui, mais ce n'est pas à lui pour les cas précis. C'est à la justice de dire si Vital Kamerhe a été correct ou pas. Mais au moins... Visiblement, la justice dit que Vital Kamerhe n'est pas correct. Oui, mais c'est ce que moi j'ai dit que, justement, le chef de l'État, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, en sa qualité de premier magistrat, il ne peut pas aujourd'hui remettre en cause une décision de justice. Il n'a pas dit que la décision judiciaire prise contre Kamerhe était malvenue ou bien était motivée politiquement. Il n'a pas dit ça. Mais il a donné ses impressions de Kamerhe qu'il connaît comme homme, comme collaborateur, comme partenaire politique. Et moi, j'ai dit, Kamerhe, c'est un ami. Je peux confirmer ce que le chef de l'État a dit, que Kamerhe, c'est un garçon intelligent. Kamerhe, il est sérieux, il est correct. Mais aussi, Kamerhe, c'est une des personnalités politiques le plus malléable, je peux dire. C'est lui qui collabore avec tout le monde, qui est souple,
Ça, ce sont des caractères de vital. Mais lorsque la justice, moi je suis juriste de formation, lorsqu'il y a un arrêt qui est rendu par la justice, moi je ne fais pas de commentaires. Puisque la justice, c'est le sommet de tout. La justice, elle est indépendante. Et moi, en tant que juriste, je ne peux pas commenter une décision de justice. Non, je me soumets. Parce que vous parlez de la justice, Willy Michiki, on va enchaîner avec cette autre question. Le chef de l'État qui disait être mécontent du travail de cette justice, alors qu'il est le magistrat suprême. Il est mécontent, mais nous n'avons jamais assisté à une sanction contre un magistrat ou contre certains magistrats. Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Oui, la justice d'abord, elle est indépendante. Elle est indépendante du pouvoir judiciaire. N'oublions pas que le chef de l'État, quoi qu'il soit le magistrat suprême, mais il y a un conseil supérieur de la magistrature. Je crois que ce qu'il a exprimé tout haut, moi je peux vous dire, d'après mes informations, il a déjà exprimé plusieurs fois tout bas. Dire au conseil supérieur de la magistrature de nettoyer sa maison. Il appartient maintenant aujourd'hui au président de la Cour constitutionnelle, Kaloubi, qui est de surcroît président du Conseil supérieur de la magistrature, de saisir cette préoccupation du magistrat suprême et de nettoyer cette institution. Mais le dire à la justice, c'est pas quand même décourager ces magistrats aussi. Non, pas du tout, puisqu'il faudrait aussi dire que la vérité, c'est vrai, la justice élève la nation, mais il faudrait aussi mettre les magistrats dans des conditions humaines qui puissent leur permettre d'être au-dessus de toute sollicitation. C'est ça aussi le problème. Vous n'allez pas demander à quelqu'un d'être productif et vous ne lui donnez pas les moyens. Lorsque nous voyons aujourd'hui les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent, ces conditions restent à désirer. On les expose à toute tentation, de toutes sortes. C'est ça aussi le problème. J'ai dit, avant de critiquer les magistrats, améliorons d'abord leurs conditions. Et nous allons voir si réellement, ils ne vont pas rendre le travail. Ailleurs, moi je vous dis, un juge, il n'a même pas besoin de chercher à entrer en politique. Or, aujourd'hui, nous avons des magistrats qu'on recrute comme conseillers dans des cabinets. Ailleurs, ça ne se fait pas. Puisqu'un magistrat, c'est un monsieur. C'est pourquoi moi j'ai dit il faudrait être aussi un peu rigoureux pour ne pas recruter n'importe qui. Il faudrait vraiment que ce secteur-là soit assaini. Mais avant de l'assainir, améliorons d'abord leurs conditions. Puisque les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent aujourd'hui ne leur permettent pas de travailler avec conscience. Willy Michiki, on va terminer cet entretien. Une dernière question. On a annoncé la baisse des prix de certains produits de première nécessité. Tout de suite, il y a eu un bras de fer entre le gouvernement et la FEC. On a aussi annoncé la baisse des prix des billets, par exemple Kinshasa-Goma. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant le bœuf finalement? Non. Moi, je crois que la FEC, dont je fais partie aussi, nous n'avons pas été sincères. Je me rappelle que le ministre de l'économie, qui est vraiment un homme oublié, puisqu'il a fait plus de 20 ans dans ce ministère-là, il a été prudent. Il a convoqué, il a associé la FEC dans les rapports finaux qu'il a déposés au gouvernement. Il s'est déplacé lui-même. C'est la première fois qu'un ministre se déplace pour aller jusqu'à, vous savez, la plupart des poissons qu'on appelle communément chinchard, les Thomson qu'on utilise ici, viennent de la Namibie. En tout cas, 90%. Et le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, s'est déplacé jusqu'à Namibie pour connaître le vrai prix des revient, le prix à la source. Il a pris contact avec l'OGFREM, avec la douane, pour connaître combien le prix des revient revenait ici à Kinshasa. Et c'est sur base de ces calculs-là qu'il a même présenté à la FEC que le gouvernement a décidé le prix qui ont été annoncés, notamment du dollar, et les cartons par exemple de Chinsar. Pour les billets d'avion, vous savez aujourd'hui, on nous a toujours dit, je me rappelle même, le PDG de la CIA un jour était passé dans les médias pour dire que l'augmentation du prix des billets n'était pas leur fait, c'était le fait du gouvernement. Et c'est vrai que l'État congolais avait déjà 65% des taxes et parafiscalité. Alors l'État a décidé, moi, comme vous dites que j'ai plus de 65%, je retire la parafiscalité, puisque l'État... Vous savez aujourd'hui, par exemple, pour les carburants,
Vous savez que l'un des pays où le carburant coûte moins cher, c'est chez nous. Parce Puisque que l'État prend quand même en charge la oui. parafiscalité. Oui. Et moi, de par mes convictions idéologiques, parce que je suis conservateur moi, l'État ne devrait pas prendre en charge la parafiscalité dans le secteur pétrolier. Puisque tous ces gens, tous ces étrangers qui sont ici, tous ces fonctionnaires internationaux qui sont payés en monnaie étrangère, qui ont des moyens, nous couvrons leurs dépenses en carburant. Moi, je pense que l'État devrait rester le vrai prix à la pompe, en laissant la parafiscalité et augmenter, améliorer les conditions de vie des Congolais, notamment leur salaire. Pour les cas ici, puisque à manger, tout le monde en a besoin.